Lorsque j'ai quitté New York, il y avait beaucoup de discussions sur la situation des dernières semaines en ce qui concerne les événements qui, depuis le 15 mai, ont secoué la ville de Bambari. Et donc, je suis revenue de là avec beaucoup d'informations et je pense que cela va aider dans le contexte de la continuité de l'engagement et de l'accompagnement que la mission des Nations Unies en Centrafrique exerce donc auprès non seulement des autorités gouvernementales et surtout aussi de la population. Je pense aussi, il y a eu beaucoup de rencontres que j'ai eues et ces rencontres, bien évidemment, ont été effectuées avec la plus haute autorité de l'État, puisque j'ai rencontré le président, j'ai rencontré également le Premier ministre, j'ai rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte, j'ai aussi rencontré des organisations de la société civile, organisations religieuses, des groupements d'associations féminines, de toutes parties et de toute obédience, puisque non seulement des femmes parlementaires, mais aussi des femmes qui étaient anciennement au gouvernement, et puis des femmes qui vivent dans le milieu rural et qui aussi avaient à s'exprimer. J'ai rencontré bien évidemment, merci, bien évidemment les collègues qui travaillent au sein de la mission, donc la MINUSCA, tout comme j'ai rencontré l'équipe de pays du système des Nations Unies, qu'on appelle tout bonnement les agences, fonds et programmes, mais aussi la communauté humanitaire, donc des agences, fonds et programmes, mais aussi les ONG nationales, tout comme les ONG internationales. Et toutes ces rencontres avec un but majeur et important, celui qui est de réitérer au gouvernement de la Centrafrique, aux plus hautes autorités de l'État, mais aussi à la population centrafricaine, que le système des Nations Unies, aux côtés de la communauté internationale, est là dans une expression de solidarité et de continuation de l'accompagnement du pays. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, je pense que vous avez eu à le voir, puisque je sais qu'il y a eu une autre conférence de presse, le Fonds de consolidation de la paix était également en visite et pratiquement nos missions respectives se sont chevauchées. Et donc, vous pouvez comprendre que aussi, dans ce contexte, avec l'accompagnement que le Fonds de consolidation de la paix fait avec la Centrafrique, c'est un exercice qui est là depuis plusieurs années, puisque cela a commencé en 2008. Et je pense qu'ils vous ont déjà transféré cette information. Et peut-être un élément qui est fondamental, c'est que dans le contexte de ma visite à Bambari, et je pense que c'est important que je le communique, c'était aussi de dire oui, Bambari était considérée comme une ville pilote, une ville modèle où on pouvait déjà des activités en matière de relèvement communautaire et d'acheminement vers un espoir accru pour une solidification de la paix, a été perturbée avec les deux groupes armés qui ont repris en fait et sont installés dans la ville et qui pour cela créent beaucoup de problèmes à la population. Et je dois dire que toutes les souffrances qui ont été exprimées lorsque j'ai rencontré la population m'ont beaucoup émue. Et je pense, je veux juste mentionner un mot. Quelqu'un a dit oui, il y a la ville sans groupe armé que nous avions déjà acquis. Maintenant, c'est remis en question. Et j'ai rappelé, écoutez, vous savez aussi que dans le contexte de l'appel du gouvernement de la Centrafrique à l'endroit de l'Union africaine, il y a le panel de l'initiative africaine qui travaille et qui engage par rapport à la feuille de route les 14 groupes armés depuis un certain nombre de mois, et nous espérons que cela va aller vers une consolidation, une finalisation de ce dialogue, vers au moins de ce que j'ai compris dans les échanges que nous avons eus avec le panel, ce serait dans les alentours de fin juillet que l'on pourrait commencer à avoir un élément
concret, au-delà des recommandations qui ont été remis au mois d'avril aux autorités lorsque le panel avait effectué les 2 derniers tours d'engagement et de discussion avec les groupes armés. Il est aussi un aspect qui pour moi a été assez important. Lorsque je suis venue, j'avais en tête des mots qui revenaient sans cesse en termes de il y a un durcissement de la situation en Centrafrique et en particulier entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes. Et la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y avait un avant et est-ce qu'il y avait un après? Et dans la visite à Bambari, il est apparu très clairement pour moi que des efforts avaient été faits par les autorités, la société civile, les religieux et tout le monde, et qu'en fait, à Bambari, ce qu'ils m'ont dit, les 2 communautés ensemble et séparément, nous avions franchi des étapes et nous étions dans une cohésion sociale qui s'affirmait. Et c'est seulement la question des groupes armés qui a fait éclater tout cela. Et maintenant, nous sommes de nouveau dans une certaine peur. Et la question que je me suis posée, c'est alors si c'est ça, pourquoi est-ce qu'on est dans des dynamiques de discours, de haine et d'incitation à la violence d'une communauté envers l'autre? Et je me dis, probablement parce que nous avons de la manipulation pour ce que moi j'appelle des personnes et des individus irresponsables, puisque l'irresponsabilité, lorsqu'on est dans un pays fragile, dans un pays qui appelle à ce que la solidarité internationale vienne aider, on ne peut pas se mettre à inciter à plus de haine et de violence. Au contraire, on doit être dans des discours et on doit être dans un dialogue et dans de l'apaisement. Donc ça, c'est quelque chose qui me marque, parce que vraiment les communautés, elles disent nous, on est prêts à s'asseoir autour d'une table, pourvu que on y soit invité avec les autorités, ou même qu'il y ait une facilitation de la mission à ce que nous puissions nous asseoir ensemble et discuter de nos problèmes respectifs. Peut-être aussi dans le contexte de toutes les rencontres que j'ai eues, il est clair que le travail que fait la mission et en appui aux autorités du pays et aussi avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, c'est tout le travail de restauration de l'autorité de l'État. Et dans ce contexte-là, Bambari pour moi était un exemple où il y avait déjà eu déploiement du préfet, du sous-préfet, et lorsqu'on est arrivé à Bambari, le sous-préfet nous a indiqué que, en fait, ça fait un moment que le préfet n'est plus là et ça fait un moment que beaucoup d'administrateurs publics ne sont plus présents. Et ça a un impact sur tous les services publics de l'administration qui étaient déjà en place pour Bambari. Donc je me dis, je prends Bambari comme un exemple et on pourrait le multiplier à l'échelon du pays. Peut-être que j'ai tort de le penser, mais en tout cas, sur la base de ce que j'ai vu à Bambari, cela m'indique que oui, la mission peut aider à avancer dans cette acception de son mandat qui est la restauration de l'autorité de l'État, mais pour qu'elle perdure, il va falloir aussi que chacun y mette du sien. Et dans ce contexte-là, je dois dire que les femmes avec qui j'ai parlé, certaines m'ont impressionnée parce qu'elles m'ont dit comment elles ont contribué à faire en sorte que le préfet dans une des zones, je ne me souviens plus exactement de la zone, puisse rester en dépit des résistances qui étaient que le préfet reste, puisque elles ont manifesté, elles se sont présentées et sont restées pendant des jours sur place, de manière à ce que le préfet puisse rester.
Sur beaucoup d'éléments, j'ai beaucoup entendu parler aussi de tout ce qui concerne le déploiement des forces nationales, de l'armée donc nationale, les FACA, mais aussi les forces intérieures de sécurité et la gendarmerie. Et là, il semble que dans le contexte de la formation qui est faite avec la mission de formation de l'Union européenne, beaucoup de gens ont été formés, notamment au niveau des FACA, mais le déploiement pose un défi. Et l'un des défis sur lequel j'ai été interpellée aujourd'hui même, c'est que finalement, après presque 3 semaines de va-et-vient et de négociations, le FACA a pu arriver à Bangassou en fin de cet après-midi. Et alors que lorsqu'ils sont arrivés à Bambari, la population de Bambari pensait qu'ils étaient là pour rester à Bambari. Mais leur feuille de mission n'était pas pour Bambari, bien qu'ils y soient restés assez longtemps. En fait, leur feuille de route était pour Bangassou. Et je suis très contente que finalement, au bout d'un certain temps, ils ont pu arriver à Bangassou. Et alors, la question après, c'est de se dire combien de temps cela va prendre pour que les FACA soient déployés sur l'ensemble du territoire. Là, je pense qu'on aura besoin de la volonté, de la solidarité de tout le monde, puisqu'il y a à la fois les questions de formation, mais il y a aussi les questions de logistique et d'accompagnement et des infrastructures sur place. Peut-être aussi un élément sur lequel je pense c'est important de mentionner que j'ai écouté avec beaucoup d'appréciation. Tout le monde a reconnu que le code de procédure pour la Cour pénale spéciale est un bon pas en avant, mais il y avait quand même des inquiétudes qui se sont exprimées à différents niveaux, où les gens ont dit on espère qu'il n'y aura pas d'interférence dans le travail de cette Cour pénale spéciale, et on espère aussi que les investigations qui vont être menées et qui ont commencé à être menées vont pouvoir être accélérées dans le contexte d'une libre circulation en lien avec une meilleure sécurité pour le déplacement des investigateurs ou investigatrices. Et ça, ils l'ont mentionné dans un contexte où il est très clair que par rapport à la justice et à la lutte contre l'impunité, ils disent qu'il est important absolument qu'on mette en place, en même temps qu'on accompagne les processus politiques et de dialogue, on permette à la population aussi, avec la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation, de permettre à la population de commencer à s'exprimer, puisqu'il y a une vraie maturité, en tout cas de moi, de ce que j'ai entendu, où les gens disent, on sait très bien qu'il n'y aura pas immédiatement des résultats, mais au moins qu'on voit qu'il y ait des efforts qui sont faits pour que cette commission, elle se mette en place et qu'on puisse commencer à, non pas guérir, mais à commencer à épancher les blessures que tout un chacun a vécues sous différentes formes. Aussi, félicitations au pays, aux autorités, mais aussi à tous ceux qui ont fait le lobbying pour la loi sur la parité, parce que vous savez que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je reprends toujours des propos de la vice-secrétaire générale du système des Nations Unies, qui dit « Est-ce que vous avez jamais vu un avion voler avec une seule aile ?» Alors, la première fois que j'ai entendu cette expression, je me suis dit « Mais de quoi elle veut parler ?» Et en fait, elle a raison. Pour qu'un avion puisse voler, pour qu'un pays puisse décoller, il faut vraiment qu'on ait et les hommes et les femmes aux côtés, les uns des autres, pour pouvoir que les compétences et les capacités se multiplient et se démultiplient pour tous les défis qui sont à relever dans le pays. Donc bravo pour cette loi, je pense que c'est un bon pas en avant. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, peut-être que le message, c'est d'exhorter à ce que les autorités signent au plus vite la mise en place de l'observatoire, puisque ça fait partie de la question de mise en œuvre de cette loi sur la parité.
Finalement, je pense aussi que c'est important de mentionner que par rapport, il y a 2 jours, lorsque j'avais encore une réunion avec les femmes parlementaires, politiciennes, etc., elles étaient venues pour que nous nous entretenions et elles m'ont dit, écoutez, Madame Keïta, vous savez, à 2 heures, à 14 heures, nous devons retourner pour continuer les négociations qui concernent le code électoral. Nous avons de bonnes avancées où la question du genre est bien prise en compte et nous voulons nous assurer que ce processus ira jusqu'au bout. Et je me dis, encore une fois, en reprenant l'image de l'avion avec le 2 ailes ou de l'oiseau avec ses 2 ailes, que la Centrafrique peut être au rendez-vous en montrant quelque chose de pionnier où, pour la préparation des prochaines élections, je pense c'est 2020 ou 2021, le dispositif électoral est en place pour que et les hommes et les femmes puissent effectivement être au rendez-vous. Finalement, j'ai beaucoup aussi entendu des critiques qui se sont exprimées à l'encontre de la mission sous différents vocables ou sous différents mots. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que si on est là parce qu'il y a eu un appel à mettre en place cette mission qui s'appelle la MINUSCA. Et la MINUSCA, depuis qu'elle a été installée, elle a fait une très grande contribution pour la stabilisation dans le pays. Il y a des défis parce que toutes les ressources en force qui existaient lorsqu'il y avait d'autres partenaires dans le pays, la dimension populaire ou l'attente populaire, c'est que les forces de la MINUSCA peuvent remplacer l'intégralité de toutes les forces qui existaient dans le pays. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que c'est pas une décision du représentant spécial, du secrétaire général, de son équipe de dirigeants ou même de chef des départements des opérations de maintien de la paix. C'est le Conseil de sécurité qui décide du plafond des troupes et à partir de là, on a tout un travail qui est fait avec nos conseillers militaires au siège en ce qui concerne les pays qui fournissent des troupes, les pays qui fournissent des membres pour la police. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est important de se rappeler que là où on est aujourd'hui, c'est absolument pas la situation qu'il y avait il y a 3 ans dans le pays. Oui, il y a des pics qui sont ici et là, qui sont préoccupants, mais de jeter tout en disant rien ne va et absolument rien ne va, je pense que avoir ce narratif, pour moi, je le trouve problématique parce qu'il faut reconnaître les efforts qui sont faits. On peut toujours faire mieux, mais je pense que les hommes et les femmes de la MINUSCA, que ce soit les casques bleus à travers ceux qui ont perdu leur vie ici et aussi parmi les civils, et tout le travail qui a été fait, puisque à un moment donné, on a bien parlé de Bambari comme ville modèle parce qu'il n'y avait plus de groupe armé là. Ça a été défié puisque, bon, on a vu que pour solidifier, il faut pouvoir continuer à maintenir. Et puis tout le travail d'accompagnement au niveau de la restauration de l'autorité de l'État et la réforme des services de secteur de la sécurité et tout le travail des formations qui sont faites par les collègues de la mission, tous azimuts. Et je sais que même les médias bénéficient aussi de ces formations. Et donc, véritablement, j'aimerais que l'on puisse avoir un dialogue qui est un dialogue apaisé, aussi avec la mission. Personne ne dit que tout le monde est parfait, bien que on a Monsieur Parfait qui est à la tête de la mission. On peut toujours s'améliorer, mais s'il vous plaît, je pense que vous aussi, dans le rôle que vous avez à jouer comme média, c'est important
de montrer les efforts qui sont faits, de montrer les manquements, il n'y a pas de problème avec ça, mais de dire on peut toujours améliorer ce qui est fait. Et dans ce sens-là, je vous remercie pour la patience que vous avez eue à m'écouter, parce que j'ai essayé de le rendre un peu vivant plutôt que de lire un texte, mais j'espère que vous avez les éléments dont vous avez besoin pour vos différents auditeurs, auditrices. Et s'il y a peut-être un dernier message que j'ai compris en écoutant plusieurs membres des autorités, que la radio nationale ne touchait pas l'intégralité du territoire, et il y a une vraie demande pour essayer de faire en sorte que la radio nationale puisse toucher l'intégralité du territoire. Et je pense aussi que je compte sur vous, les médias, dans quelques acceptions que vous êtes, pour être des champions de la paix. Et quelqu'un m'a dit, il faut désarmer les cœurs. Et je pense qu'il faut aussi désarmer les cœurs dans le bon sens du terme pour les médias également. Et je vous remercie.